Bonjour Marie-Noëlle Lindemann, Bonjour. bienvenue. Vous avez votre petit air un peu frondeur ce matin. En ce lendemain de manif, pour vous, la mobilisation contre la loi de travail d'hier a été un succès? Oui, enfin, il y a une vraie progression, hein. Il faut dire en plus, ce temps n'était pas tellement la Ah non, manifestation. c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Ouais. oui, il y a, je crois, un profond mécontentement, un refus réel de cette loi, et en même temps, toujours le risque d'une certaine résignation du monde du travail qui se sent de moins en moins entendu et respecté. Il y a 2 nouvelles journées programmées. Qu'est-ce que doit faire le président Hollande? Retirer le texte? Bah, moi, je l'avais déjà dit pour la déchéance, il y a des moments, il vaut mieux aller vite. C'est pas la peine de laisser se Ou dégrader c'est à un. vous de travailler les parlementaires et Alors, arrêter les manifs, quoi? C'est quoi voilà, l'idée? non, non, moi je pense que la meilleure idée, c'est quand même de supprimer cette loi et de reprendre les seules parties très intéressantes, à améliorer d'ailleurs, qui sécurisent l'emploi. C'est pas la peine de rediscuter d'une logique, d'un texte qui est dans la logique, c'est faut flexibiliser, rendre plus facile le licenciement, et ça permettra de créer des emplois. Ce dont la France a besoin d'abord, c'est de voir comment on garantit une sécurisation dans les parcours professionnels. Et après, on peut discuter des endroits où il y a à redonner un peu de souplesse, je pense, et répondre à des enjeux d'avenir, comme ce qu'on appelle à tort l'ubérisation. Donc ce matin, vous dites François, revois ta copie, quoi. Exactement, Hmm. exactement. Je suis pas la seule d'ailleurs. On, Hmm. on a fait des contre-propositions, hein, ce qu'on appelle les frondeurs. L'aile gauche du PS, on a fait des contre-propositions. Et c'est comme d'habitude, pas de dialogue. Mais Guy Birenbaum. pardon, mais après le recul sur la déchéance de nationalité, vous croyez franchement que le président de la République il va reculer aussi sur le travail? Il reste plus rien. Ah oui, mais enfin, au bout d'un moment, est-ce qu'il vaut mieux reculer quand on fait une erreur que persister, parce qu'au bout du compte, où est le plus grand discrédit? Se faire quelque chose qui est totalement en opposition avec l'attente des gens, ou est en situation, bon, il fallait pas s'engager là-dessus, mais une fois qu'on s'est engagé dans le mauvais rail, faut quand même mieux s'arrêter vite que de laisser dégénérer. Et je me rappelle quand j'ai dit jamais la déchéance de nationalité rassemblera les Français, On va y venir. donc c'est pas la peine. Et ben voilà, on est un peu dans la même situation sur ce sujet. Alors Nicolas Taillard le rappelait, Marie-Noëlle Lindemann, vous publiez aux éditions du Moment un livre au titre, allez on le montre tous les deux, délicieusement ironique. Merci pour ce changement. Pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, Double entrée. c'est un mix entre merci pour ce moment, le livre de Valérie Oui. Trierweiler, n'est-ce pas? Et le changement, c'est maintenant le slogan de la campagne. Vous l'avez envoyé à François Hollande, ce Oui, bouquin? je l'ai envoyé Non, hier. sérieux. Oui, bien sûr. Et c'est quoi la dédicace? Ah ben ça, je vous le dirai pas. Mais il vous a déçu, François Hollande? À vrai dire, oui, très vite, il m'a déçu. À vrai dire, j'étais pas une enthousiaste de François Hollande dès le début. Ah, vous avez voté pour Mais, lui quand même en encore 2012, heureux, vous avez fait encore campagne heureux. pour lui, ouais. Bien sûr, oui, Mm. parce que j'ai été, au moment du Bourget, je me suis dit, il a compris. Mm. Il a compris où est le pied d'appel pour que la France soit capable de se retrouver, son identité républicaine, et en même temps d'affronter les mutations nécessaires. Donc, c'était pas hyper ambitieux, c'était pas hyper gauche, mais c'était un bon pied d'appel pour un nouveau chemin. Et tout de suite, très très vite, les signes ont été très négatifs, et chaque fois qu'il aurait eu l'occasion de réorienter, il ne l'a pas fait. Vous le connaissiez quand même, François Hollande. Oui. Marie-Noëlle Lindemann, vous l'avez fréquenté un Oui, petit peu oui, avant bien le sûr, Bourget. bien sûr, il était premier Vous secrétaire avez fait du preuve de PS. naïveté? Non, pas du tout. Mais d'abord, moi, j'ai pas voté pour lui aux primaires, mais une fois qu'il est désigné, c'est le candidat de la gauche. Deuxièmement, j'ai pas fait preuve de naïveté. La seule peut-être la naïveté que j'ai eue, c'est de me dire bon, François Hollande, c'est un homme politique. On lui a toujours donné des brevets d'art politique. Je me dis, va quand même une fois qu'il va être au pouvoir, se rendre compte que quand on dirige un pays, il faut fédérer les forces, d'abord qui vous ont soutenu et d'autres. Et je constate que c'est l'inverse qui s'est passé. Ça, j'ai été un peu étonnée. Je pensais qu'il avait plus le sens politique qu'il ne l'a manifesté. Marie-Noëlle Lindemann, franchement, là, ce matin, vous ne souhaitez pas qu'il se représente en 2017? Non, mais parce que je pense que le chemin qui est choisi n'est pas le bon. Je pense que le discrédit est réel. Et on me dit souvent, votre livre est très critique. Moi, je dis, c'est un livre de lanceur d'alerte. Parce qu'on est en train d'aller dans le mur pour le pays, pour la gauche.
Et à partir de là, effectivement, il est temps de réagir. Je pense que de toute façon, il n'y a pas d'homme providentiel ou de femme providentielle aujourd'hui en France. Il doit renoncer à cette candidature parce que vous dites dans ce livre, ça fait, au fond, il est en campagne 2 ans avant le terme. Oui, j'ai trouvé qu'il rentrait très tôt. Enfin, il y a le fameux épisode du 7, là, enfin, la pauvre dame qui a été prise un peu dans les feux des médias. Là. On nous a dit dans son entourage, il repart en campagne, il reva sur le terrain. Je trouve que plus il est en campagne, peut-être moins il est en écoute. Mais vous dites, dès le début du livre, vous parlez de la campagne de 2012 et vous dites l'antisarkozysme est devenu le seul message. Mais le Hollande bashing, en ce moment, c'est le seul message aussi. Oui, non, parce que j'espère que vous avez vu que oui. dans les propositions... Il y a des propositions. J'essaie de donner une perspective quand je dis lanceur d'alerte, parce que la critique, c'est pas pour le plaisir de critiquer, c'est se dire où on en est, comment on en est arrivé là, où sont les rebonds. Et il y a des propositions dans tous les champs. Mais qui ? Quoi ? Qui ? Voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas d'homme providentiel ou de femme providentielle. Il faut bien quelqu'un, quelque chose. Oui, bien sûr, mais attendez, on n'est pas non plus dans le vide sidéral. Regardez à droite, on a le même mécanisme. La Ve République est à bout de course. Donc, est-ce qu'on fait de cette élection présidentielle un moment de rebond politique où on reparle du fond et où on trouve une personnalité capable de fédérer... Vous en avez en magasin ou pas ? De quoi donc ? Des personnalités capables de fédérer, de parler du fond. Je pense que la méthode fédère. C'est-à-dire, quand vous avez une primaire, vous avez d'abord un débat où chacun exprime son point de vue, et ensuite, tout le monde a bien conscience que si on ne se unit pas, notamment avec la menace de Marine Le Pen, on est en capacité de gagner ou pas. Donc moi, je pense qu'à gauche, une primaire qui rassemble très largement l'ensemble des forces de gauche et des personnalités qui vont incarner des façons d'appréhender l'avenir en termes de propositions, en termes de rassemblement, moi, c'est ce que j'essaie d'incarner, sont susceptibles de pouvoir être un bon challenger. Vous savez, regardez Bernie Sanders aux États-Unis, qui pariait il y a quelques mois sur le fait qu'il allait entraîner la jeunesse, redonner un nouveau souffle, influencer de fait Hillary Clinton. Tout le monde nous disait pourquoi ça se passe ? Parce qu'on est en train de changer d'époque. On est à la fin du grand cycle libéral. On est à la fin de l'hyper-présidentialisation. Alors il y a le choix, soit les populistes, soit la voie socialiste à la française, parce qu'elle est plus adaptée que la social-démocratie au monde contemporain. Sur la déchéance de nationalité, vous êtes assez rude, hein, vous dites vieille lune de l'extrême droite, bon d'accord, et vous dites ça m'a rappelé Vichy et les Juifs. Non, ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'on a parlé de déchéance de nationalité en France, c'est toujours dans des moments sombres. Et c'est pas et ce que je veux dire, c'est que quand même, quand on parle de symbole, le symbole il est rattaché à l'histoire. Donc le symbole récent de la déchéance de nationalité en France, c'est De Gaulle déchu, c'est les Juifs déchus. Et parler de symbole sans penser qu'il y a un écho de fait avec cette sombre période, et à la même période, je disais tout de suite, prenons la proposition de De Gaulle sur l'indignité nationale, redonnons du sens à cette indignité nationale, qui est symbolique dans le cadre de le droit du sol respecté, etc. Alors, vous évoquez le terrorisme, bien évidemment, le 11 janvier, le 7 janvier, le 11 janvier, le novembre, et vous dites « Reviennent les éternels commentaires sur les banlieues, les quartiers populaires, comme s'ils étaient le terreau principal du djihadisme. » On sait que c'est loin d'être le cas. Alors là, par exemple, quand on a entendu M. Caner expliquer qu'il y avait visiblement une centaine de Molenbeek, voilà, on a envie de vous dire... Moi, ce que j'explique, parce que je crois quand même être quelqu'un qui connaît bien ces banlieues, je suis en plus militante du mouvement HLM, je crois au logement social, j'ai vécu, mes enfants vivent dans les banlieues, donc je connais cet univers, j'y vais souvent. Je pense qu'il faut distinguer 3 choses. Premièrement, le djihad, c'est-à-dire les gens qui passent à un mécanisme de nihilisme qui prend l'islam comme ils auraient pu prendre autre chose, mais c'est pas tout à fait neutre qu'ils prennent l'islam dans cette période historique donnée. Deuxièmement, il y a effectivement la montée du courant salafiste, piétiste, de gens qui se mettent hors la République
quelque part dans leur conception qu'ils ont de la société, d'une contre-société qu'ils organisent. Et ça, il y a des quartiers où s'installe une espèce de pression, de tension, que vivent d'ailleurs très mal les gens des quartiers, mais qui ne sont pas toujours armés, si la République n'est pas là, pour les accompagner, pour résister. Même si les courants salafistes habitent souvent dans les zones pavillonnaires, etc., pas seulement dans les quartiers. Mais ces quartiers subissent une influence de cette nature. Et puis, troisièmement, il y a effectivement des quartiers où la grande délinquance, où la délinquance est devenue invivable, insupportable. Le mouvement HLM avait repéré 60 quartiers où la pression de la délinquance est telle, l'économie parallèle. Et alors, tout se mêle. Simplement, on ne peut pas traiter les choses totalement de la même manière. Si on veut traiter la délinquance, il faut quand même d'abord s'attaquer à des mécanismes de sécurité, de prévention, etc. Le courant salafiste, il va falloir aussi travailler sur l'éducation populaire. Je fais des propositions, et pas par les mairies qui font seulement de l'animation, parce que les mairies sont sous la pression parfois de ces courants et ne sont pas toujours distancés. Il faut si je puis dire, des hussards noirs, nouvelles méthodes par le travail de l'éducation populaire, et il faut consolider ce que les enseignants peuvent faire sur ces terrains-là. Puis il y a bien sûr la grande question sociale qui n'explique pas tout, mais c'est quand même un terreau dans lequel tout cela se développe. Marie-Noëlle Lienemann, vous dites dans votre ouvrage, en élisant un président de gauche, on pensait promouvoir une autre méthode, le changement. Merci pour le changement. Il y a eu Maldon. Et quand on lit votre bouquin, Obsession de la courbe, sont les titres, ton ami c'est la finance, point d'interrogation, Medef Story. Franchement, vous n'êtes plus du tout en harmonie avec le chef de l'État. Vous êtes une opposante aujourd'hui ? Je suis une opposante à une ligne qui discrédite la gauche et discrédite le modèle républicain français. Et que je constate avec tristesse que le candidat qu'on avait cru être élu pour faire justement combattre ce discrédit, redonner du souffle à notre pays, redresser notre économie et notre industrie, fait l'inverse de ce qu'on a dit. Et non seulement il fait l'inverse, mais il nous dit qu'on est des vieux archaïques, qu'on n'a rien compris. Quand même, il ne faut pas voir comment on peut parler du socialisme, quand on peut parler de la politique de l'offre. Quand on est socialiste, sans se rappeler que c'est justement ce qui a toujours opposé le mouvement socialiste avec les libéraux de droite. Enfin, on ne peut pas ignorer ça. Si demain il y avait une primaire à gauche, certains en rêvent, dont vous seriez candidate, c'est ce que vous avez dit, ce n'est pas un poisson d'avril. Non, mais écoutez, vous savez... Il y aurait 12, 14, 15, 16 candidats. D'accord, comme mais ce qui se passe je ne à droite. vois pas en quoi je suis plus illégitime que d'autres à porter une voix qui rassemble la gauche. J'ai créé un club qui a toujours rassemblé Pierre Laurent, Emmanuel Cos, etc. J'ai une expérience, mais ce n'est pas tant ma personne, c'est cette constance. Quand au début du quinquennat, j'alerte avec Emmanuel Morel et Jérôme Guedj, quand on alerte sur le fait qu'une fois qu'on a accepté le traité européen et qu'on capitule sur des choses fondamentales, ça va mal se passer, eh bien, je crois qu'il y a une espèce de confiance qui peut s'instaurer. Et en tout cas, je veux contribuer à ce débat pour que la gauche reste la gauche et que les socialistes restent socialistes. Et merci pour ce moment ce matin. Merci beaucoup. Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS invitée de France Info.